Je ne sais pas si là vous voyez un peu ce jeu de mots assis Moustapha Boubeya qui est, je ne dirais plus invité d'Ecosphère, mais plutôt une personne qui partage avec nous un certain nombre de sujets qui sont toujours d'un haut intérêt. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons pensé à cette question de conflit d'intérêts. Comment prévenir et traiter ces conflits d'intérêts? Parce que nous parlons souvent de conflits d'intérêts, si Moustapha, sans connaître la véritable signification, il y a beaucoup de confusion. Est-ce qu'il s'agit en l'occurrence aussi d'un délit ou même d'un crime? Comment prévenir et traiter ce genre de situation? Eh bien, c'est ce que a tenté de faire si Moustapha Boubeya, expert en management de l'innovation et en entrepreneuriat, en procédant à la rédaction d'un guide censé prévenir, par un comportement éthique conforme aux règles de conduite définies par la charte du service public et par le corpus de règles applicables au marché public. Ainsi, nous vous proposons d'examiner avec lui le contenu de ce guide. Si Moustapha, bonsoir et bienvenue encore une fois au studio de RTCI. Merci Simon, toujours votre accueil est chaleureux et en cette veille de la fête de la République. Oui, très bon moment en tout cas qu'il faut commémorer. Et d'ailleurs, j'aurai le plaisir d'avoir l'historien Sifaïs El-Sherif pour nous parler vraiment de cette date mythique et surtout des 15 ou 16 mois qui ont précédé la proclamation de la fête de la République. Oui. Et cette République qui est une chose publique, après tout, la res publica, cette chose nous commande trois grandes choses de mon point de vue, à la fois pour ses gouvernants et pour ses citoyens. Ces trois choses que je n'arrête pas de répéter. L'intégrité dans tout ce que nous entreprenons. Ensuite, l'intégrité en arabe qui est an-nazaha. Mais pas seulement. L'intégrité est un gage de sérieux, est un gage d'honnêteté. Et notre République en a bien besoin. La deuxième chose que nous commande notre République, qui n'est plus jeune aujourd'hui, mais qui a atteint un niveau de maturité qui nous honore tous, c'est d'être transparent dans tout ce que nous faisons. Être transparent est une qualité aujourd'hui de plus en plus rare, mais il faut la revendiquer à tous les niveaux. Haut et fort. Haut et fort. Et enfin, après l'intégrité et la transparence, d'être capable de rendre des comptes. La redevabilité. Et curieusement, Simon, ces trois grands principes sont à la base de ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Voilà, vous avez précédé un peu mes questions, Simon Moustapha, puisque... Alors, moi, ma première question est de vous dire qu'est-ce qui vous a poussé plutôt à établir ce guide et quels sont les objectifs opérationnels de ce guide qui n'est pas très volumineux, hein, parce que quand on parle de guide, bon, c'est 3 pages. C'est 3-4 pages. C'est 3 pages. 3 pages. Si on met de côté la page de garde, il y a 3 pages. C'est 3 pages, oui. Il est conçu sous forme très succincte, allant à l'essentiel, pour faciliter son utilisation. Surtout, oui. Parce que si on vous donne un document de 50 pages, je pense que personne ne le lira et personne ne le lit. Et vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui est venu me titiller pour faire ce guide. Oui. En réalité, j'ai élaboré une première version de ce guide. Une première mouture. Pour le Fonds mondial, à Genève. C'était quelque chose d'universel, en fait. Oui. Le Fonds mondial, vous savez, c'est celui qui finance les grandes épidémies. Le malaria, la tuberculose, le sida, et j'en passe et des meilleurs. Et curieusement, dans la plupart des pays, il y a ce qu'on appelle les CCM. C'est des représentants pays qui gèrent et qui aident les gouvernants de ces pays, de tous les pays, à gérer ces pandémies. Et d'ailleurs, celle de la Covid, elle est un peu dans le même sens. Et c'est pour le Fonds mondial et pour le CCM Tunisie que j'ai
élaboré une première version de ce guide. Mais après réflexion, et quand on s'est concerté avec nos amis du CCM, notamment le docteur Marmouri, que je salue, qui a été à l'origine au départ de cette, lui et le professeur beaucoup de médecins d'ailleurs participent à ce travail. Il m'a demandé, est-ce qu'il peut se limiter uniquement aux aspects financiers? Je lui ai dit non. Un conflit d'intérêts n'est pas forcément uniquement d'ordre financier, d'ordre économique. Il peut être d'ordre professionnel, d'ordre familial, d'ordre entre copains, tout ce qu'on veut. Il suffit qu'il y ait un intérêt quelconque. Ça ratisse large, en fait. C'est vrai que le conflit d'intérêts porte fondamentalement sur deux types d'intérêts. Un intérêt financier ou un intérêt professionnel. 98% des cas sont dans ces deux catégories. Plutôt, oui, de cet ordre-là. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on parle de conflit d'intérêts, on parle en fait d'une opposition de deux types d'intérêts. Un intérêt particulier ou privé face à un intérêt public. Face à l'intérêt général. Général, hein. Général. Oui. Et c'est pour prévenir et traiter ce genre d'opposition qu'est venu par exemple en Tunisie, et nous sommes fiers de ça, ça nous met à égalité avec les pays développés. Au moins. C'est la loi 2018-46 sur la déclaration du patrimoine et des intérêts et de la lutte contre les conflits d'intérêts et de l'enrichissement illicite. Vous imaginez, c'est l'une des lois qui a un nom le plus lent, mais qui nous dit beaucoup de choses. Nous avons une loi, donc, cette loi 2018-46, qui, avec ses insuffisances, a le mérite d'exister. Oui, alors, est-ce qu'elle existe tout en étant appliquée, si Moustapha, ou bien... Là, c'est une autre paire de manches, apparemment. Là, vous ouvrez une autre paire de manches. Oui. La loi 2018-46, sur les conflits d'intérêts, entre autres, s'applique grâce à une institution qui gère l'ensemble des dispositifs de lutte contre ce type de malversation, de petites malversations au départ, qui deviennent grandes après, voire même de la corruption, si on n'y prend pas garde. C'est la fameuse instance de la lutte contre la corruption. C'est la fameuse INLUC. INLUC, et qui est depuis quelques années en veilleuse, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas. Et par conséquent, j'ai le regret de vous dire que cette loi sur les conflits d'intérêts et leurs conséquences, aujourd'hui, elle est quasiment pas appliquée. Et c'est quelque chose qui nous fait un petit peu mal, dans la mesure où c'est un acquis. Personnellement, je considère que c'est un acquis fondamental pour notre pays. Alors, là, qu'est-ce qu'on appelle conflit d'intérêts, si Moustapha ? Est-ce que c'est un délit, comme je viens de l'indiquer en préambule? Est-ce que c'est un crime? Non. Non, ni l'un ni l'autre. C'est au départ ni l'un ni l'autre. Au départ. C'est au départ ni une infraction, ni un délit, ni un crime. Vous pourrez, si vous vous retrouvez du jour au lendemain dans une situation de conflit d'intérêts sans que vous l'ayez cherché. Alors, en tant que journaliste, éventuellement, je suis concerné. Absolument. Voilà. D'ailleurs, ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Nos amis des médias, et les médias en général, sont cités par cette loi dans la 35e position de l'article 5. Ne me dites pas que c'est l'article 5. C'est l'article 5. Alors, qui dit, je cite, c'est Moustapha, pour éclairer nos auditeurs et auditrices, très bien. Les personnes énumérées ci-après doivent déclarer leur patrimoine et leur intérêt dans un délai maximal de 60 jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections, de la date de désignation ou de la date de prise de fonction, selon le cas. Eh bien, on commence par le président de la République. Évidemment. Qui est en premier lieu, le chef du gouvernement et ses membres, le président de l'Assemblée des représentants du peuple, les présidents des instances constitutionnelles, alors, etc., etc., les magistrats. Et là, je crois que nous venons en troisième avant-dernière position.
Alors, c'est en 35, 35e position. les propriétaires des institutions médiatiques, les journalistes et toute personne exerçant une activité médiatique ou journalistique. C'est votre cas. Ah, merci beaucoup. Ça me fait une belle jambe. Si. Alors, merci d'avoir cité cet article 5 pour me donner l'occasion de vous citer quelques insuffisances sur cette loi. Oui. Parmi lesquelles, d'ailleurs, cette longue liste de 37 catégories Oui, 37. de personnes. De mon point de vue, il y a beaucoup plus que ces Déjà, 37. c'est 37, c'est Ah oui, déjà oui. pas mal. Hein. Je vous ai dit, toute personne peut se retrouver du jour au lendemain dans une situation de conflit d'intérêts. Toute personne. Même si elle n'exerce pas de fonction publique. Toute personne peut être victime d'une situation de conflit d'intérêts. Alors le conflit d'intérêts, vous avez demandé, il peut consister en quoi? Voilà. Ce sont deux intérêts, l'un qui est privé ou particulier, qui s'oppose à un intérêt général. Donnez-nous un exemple, c'est Moustapha. Tant qu'il n'y a pas d'opposition entre ces deux types d'intérêts, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Donc vous imaginez, la première chose sur laquelle il faut insister, c'est qu'il faut une opposition. Tant qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Et l'opposition, elle est où? C'est que ceux qui exercent une fonction, lorsqu'ils sont devant une situation de conflit d'intérêts, ce conflit risque d'impacter l'exercice de leur fonction. C'est en cela que le conflit d'intérêts, sous n'importe quels aspects, ça peut être un aspect financier. Et alors, la deuxième insuffisance de notre loi, c'est qu'elle définit le conflit d'intérêts, cette loi. Et donc elle va le dans limiter. l'article 4. Voilà, elle va le limiter. Vous pouvez le lire si... Oui, au sens de la présente, on entend... alors l'article 4, c'est l'instance, le conflit d'intérêts. Voilà, la situation dans laquelle la personne régie par la présente loi possède à titre privé des intérêts directs ou indirects qu'elle se procure pas pour soi-même ou pour autrui et qui influent ou sont susceptibles d'influer sur l'exécution objective, intègre et impartiale de ses obligations professionnelles. Vous constatez que dans la définition de la loi dit vous possédez des intérêts. Vous possédez. Ce qui suppose que vous êtes déjà en conflit d'intérêts. Or, l'intérêt ou le conflit d'intérêts peut s'avérer après coup. Au départ, vous y êtes pour rien. C'est ça. Et par conséquent, quand vous regardez le guide, parce que j'ai eu le loisir de citer une dizaine de cas dans lesquels on peut avoir des conflits d'intérêts. C'est ce que vous avez appelé les situations de conflit visées dans des textes. Absolument. Alors, vous avez une dizaine de cas là-dedans, et ça va de la simple possession d'intérêts, comme le dit la loi, jusqu'à un petit problème d'octroi d'un avantage professionnel à un ami ou à un proche. Oui, ça ratisse large. Hein. Vous voyez, donc les cas de figure de conflit d'intérêts peuvent être très variés. Oui. Ça peut porter sur un intérêt financier, un intérêt économique, un intérêt social, un intérêt associatif, un intérêt personnel. Et par conséquent, la loi aurait dû généraliser à tout le monde le risque de conflit d'intérêts, et pas uniquement aux 37 catégories qui sont citées dans l'article 5. Et apparemment, Moustapha, nous avons eu le cas d'un ministre qui a été dans cette situation. Exactement. C'est pas un ministre, c'est un chef de gouvernement. Chef du gouvernement, carrément. Qui a été victime d'un problème de conflit d'intérêts. Pourquoi vous dites victime, Moustapha? Parce qu'au départ, il n'y avait pas de conflit d'intérêts. C'est ça. Il a été nommé par le président de la République comme chef de gouvernement. Il a accepté. Mais il ne pensait pas un seul instant qu'il avait une entreprise dans laquelle il a des intérêts financiers, comme le dit la loi, et que cette entreprise, c'est pour vous montrer l'opposition d'intérêts, et cette entreprise a obtenu un marché public de l'État. Oui, mais c'était avant sa nomination. Avant sa nomination de
Et dans ce cas, de qu'est-ce qu'il longue doit faire? période. Il doit refuser Il s'est poste. retrouvé, notre chef de gouvernement, dans un cas de conflit d'intérêts pour lequel il n'était pour rien. Et je suis convaincu qu'il était pour rien, d'ailleurs. Il a obtenu un non-lieu quand il a été poursuivi, parce que tout simplement, la situation de conflit d'intérêts ça s'est passé avant sa prise de fonction. Oui. Et par conséquent, il se Alors, qu'est-ce qu'il retrouvait... devait faire? Alors, de mon point de vue, puisque conflit d'intérêts il y a, Oui. dans sa situation à l'époque, c'était en février 2020. Alors que le marché que son entreprise a obtenu datait de quelques mois avant. Ce qui aurait dû être fait à ce moment-là. Et lui, il a fait une partie de la solution. C'est que les instances en charge des marchés publics auraient dû l'informer Voilà, c'est ça. de la situation. Oui. Attention. Et lui dire qu'il doit se plier à l'obligation prévue par l'article 18 de la loi, celle qui est devant vous, et qui dit à peu près ceci: quand vous vous retrouvez devant ce genre de situation et que vous êtes chargé d'une fonction publique, comme celle de chef de gouvernement, vous devez déléguer la gestion de votre entreprise. Et apparemment, c'est ce qu'il a fait. Oui. Alors, je lis, encore une fois, pour illustrer, si ça va au propos, l'article 18 que vous venez de citer. En cas où les personnes énumérées au numéro 1, 2, 4, 6 et 8 de l'article 5 de la présente loi, les fameuses 37 cas, alors, si ces personnes détiennent des actions ou des parts sociales ou administrent des sociétés privées dans lesquelles elles détiennent en totalité ou en partie le capital, elles doivent charger une tierce personne de les gérer au plus tard 2 mois à compter de la date de leur nomination ou de leur élection, selon le cas, et jusqu'à ce que la cause qui l'a justifié cesse d'exister. C'était son cas. Il venait d'être nommé au début de 2020, donc il avait 2 mois, et c'est ce qu'il a fait. Oui. A priori, d'après ce qu'on a lu, il a délégué la gestion de cette entreprise, mais malheureusement, il a été victime d'une campagne, Une cabale. une sorte de cabale effectivement, qui est allée jusqu'à demander sa démission. Et en fin de compte, vous vous êtes rendu compte qu'il a fini par démissionner quelques mois après. Oui. C'est ce qui arrive aujourd'hui, le même cas arrive aujourd'hui, mais différent, au Premier ministre marocain. Actuellement. Ah bon? Ah oui, actuellement. Le Premier ministre marocain, comme vous savez, c'est un homme d'affaires. Oui. Il est à la tête d'un grand groupe d'entreprises, parmi lesquelles une entreprise qui opère dans le domaine de l'énergie. Puisque, vous voyez, le groupe Aqua, qui est son groupe, dirige aussi des stations-service de distribution d'énergie, etc. Et récemment, alors qu'il est chef de gouvernement, l'une de ces entreprises a obtenu un marché public. Et c'est ce qui a déclenché l'ire de beaucoup de ses opposants pour réclamer sa démission et son départ pour cause de conflit d'intérêts. Alors qu'a priori, si on lui appliquait notre loi, il avait déjà délégué cette responsabilité, la gestion de l'entreprise à des tierces personnes, et il ne gère plus ces entreprises depuis plusieurs années. Oui. Et alors, si on donnait quelques exemples, si Moustapha, pour ces fameuses situations de conflit qui sont visées par les textes, alors, il y a le responsable qui cherche à obtenir ou qui a obtenu un avantage ou un intérêt particulier pour lui-même ou l'organisation à laquelle il est affilié, directement ou indirectement, de façon antagoniste, opposée, vous avez parlé d'opposition, avec l'intérêt général. C'est un cas qui m'inspire un peu ce qui s'est passé récemment à notre Assemblée des représentants du peuple, à l'occasion d'une proposition de loi
Oui. Vous savez, c'est la proposition de loi qui n'est pas passée d'ailleurs. Il y a 2 ou 3 jours. L'amnistie sur l'échec. L'amnistie globale sur l'échec, effectivement. Et il y a eu des personnes qui ont mis un peu le holà là-dessus, en disant que ceux qui demandent l'amnistie sont eux-mêmes. Ne dites pas qu'ils sont poursuivis. Sont eux-mêmes. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Je ne sais pas. Moi, je n'ai aucune idée. Oui. Mais ils ont dit il y a conflit d'intérêts entre ces députés qui ont fait la proposition de loi et leur propre situation parce qu'ils sont concernés par l'échec sans provision. Alors, vous savez qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Absolument. Alors que ce cas de figure, il est traité par notre loi. Complètement. La loi dit que il n'est pas interdit que des gens qu'ils ont un intérêt ou pas, qu'ils participent à des votes pour des intérêts sectoriels ou locaux, la loi dit. Pour des intérêts sectoriels et locaux. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas un conflit d'intérêts. D'accord. Alors, il y a un autre cas où la situation dans laquelle une personne est soumise à cette loi a un intérêt personnel, direct ou indirect, bénéficiant à lui-même ou à autrui, qui influe ou de nature à influer sur l'exécution objective, intègre et impartiale de ses devoirs professionnels. Voilà, vous imaginez le cas, c'est moindre, vous êtes à la tête d'une institution et tout d'un coup, il tombe entre vos mains un dossier d'un proche à vous. Oui. Et qui demande le bénéfice d'un avantage. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Dans 80% des cas, vous allez donner cet avantage. Oui. Oui. C'est pour ça que ce genre de conflit d'intérêts peut influer directement ou indirectement sur l'exercice de votre fonction. Dans ce cas-là, vous avez exercé vos fonctions de manière qui n'est pas intègre, tout simplement. C'est-à-dire que si vous octroyez cet avantage à ce proche et que vous acceptez de traiter vous-même ce dossier, parce que ce qu'un dirigeant devant une telle situation le fait, et c'est des situations de tous les jours, ça, qui concernent tout le monde. Oui. Tous les citoyens sont concernés par ce genre de conflit d'intérêts. Et par conséquent, la loi vous dit, vous devez vous recuser dans ce cas-là. Ne participez pas à la prise de décision dans ce cas de figure-là. Déléguez votre pouvoir. Oui. De manière à ce que celui qui va exercer le pouvoir à votre place, il va l'exercer en toute objectivité et en toute impartialité. C'est le propre de l'intégrité. Alors, il y a également le cas des membres et salariés d'une association qui participent à l'élaboration ou la prise de décision qui peuvent entraîner une opposition entre leur intérêt personnel ou fonctionnel et ceux de l'association. Absolument. Et ça, ce sont des cas qui arrivent souvent. Par exemple, pour le Fonds mondial, qui gère les 3 grandes pandémies, pour le Fonds mondial, il ne traite quasiment pas qu'avec les associations. Même tout simplement parce qu'il est plus facile pour lui d'atteindre les gens qui sont porteurs de la pandémie pour qu'ils acceptent d'être traités. Alors, il s'appuie sur les associations. Oui. Mais il y a beaucoup d'associations qui sont dans des conflits d'intérêts. C'est pour ça que j'ai rédigé ce guide au départ pour le Fonds mondial et le CCM Tunisie, pour faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas ce genre de conflit et que les gens qui sont concernés, au moins qu'ils aient l'honnêteté de ne pas participer à la décision. Au moins. Oui. C'est, comme on dit en arabe, c'est de ne pas vous impliquer. Vous savez, Simon, vous avez cité des cas là, mais il y en a d'autres. Oui, certainement, bien sûr. Qu'on peut appeler la petite corruption. Alors et c'est des conflits d'intérêts qui finiront par la corruption. C'est dont le personnage Dineri de Ragouge, le fameux Dineri parle je mange, tu manges. Tout à fait. C'est ça la petite corruption. Tout à fait. Souvent, la grande corruption commence par une petite corruption. Oui. Comme donner un bakshish, par exemple. Un bakshish, hein? Oui, un bakshish. Bakshish, c'est turc, c'est ça, c'est un terme turc. C'est turc, bien sûr, c'est turc. C'est turc. Ils nous ont apporté toutes les misères de la terre, les Turcs, hein, avec tout le respect pour le peuple turc. Absolument. Alors, là, le temps passe très, très vite, mais ce qui est important, si Mostafa Boubaïa, c'est comment prévenir ces conflits d'intérêts. Alors,
il y a... C'est-à-dire, en amont, il faudrait être dans le préventif. Le guide qui est devant vous préconise une longue série de cas, plus d'une dizaine de façons, de faire en sorte à ce que quand on est dans cette situation-là, voilà le bon comportement à adopter pour éviter à la fois le risque d'être accusé de quoi que ce soit et d'être surtout poursuivi par la loi qui prévoit des sanctions graves quand même Et alors, la moindre des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, la moindre des choses, quand on est devant une situation de conflit d'intérêts, par exemple, un patron qui a son conjoint qui est un de ses subordonnés. Et ça peut arriver. Ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. La moindre des choses dans ce cas de figure-là, c'est que le patron, quand il est devant ce genre de cas, ne prend pas des décisions lui-même. Il délègue à quelqu'un d'autre, à un comité éventuellement, à une organisation, à un responsable, le soin de gérer lui-même ce cas de figure. C'est comme celui du proche qu'on a évoqué tout à l'heure et qui vient demander un avantage. C'est pareil. C'est la même chose, pratiquement. Voilà. Et alors, on peut prévoir aussi des conflits futurs. Hein. On peut, puisque... c'est pas uniquement le cas des conflits passés. Tout à fait, et notamment là, par rapport à certaines professions et certains contrôleurs publics, par exemple. Oui. Qui peuvent avoir sous leur... C'est ce qui est mentionné par la loi, d'ailleurs, puisque la loi mentionne beaucoup d'agents publics. Et l'un des cas est celui-là, c'est que des gens qui ont exercé un contrôle sur des institutions pendant leur exercice se retrouvent à un moment donné hors contrôle, et ils peuvent à tout moment être approchés par ces institutions pour qu'ils prennent soit des intérêts, soit carrément diriger ces entreprises. Et c'est un cas que la loi a prévu et a exigé à ce que la personne qui est dans ce cas-là ait au moins la diligence de passer au moins 5 ans depuis son départ avant d'exercer il faut laisser passer quand même cette période une entreprise, de temps. Oui. Au moins pour laisser autant de faire un peu son effet pour qu'on oublie un petit peu les cas qu'on a eu sous son contrôle et qu'il n'y ait pas de mélange de genres et qu'on puisse exercer ses fonctions de manière honnête, intègre, comme on a dit tout à l'heure, transparente et en acceptant de rendre des comptes. Ah oui, je crois que ça c'est fondamental aussi, oui. être redevable, comme vous l'avez indiqué au tout début de cet échange. Alors Simon, il y a des attitudes éthiques qu'il faudrait prendre en réaction. Oui, vous pouvez en citer quelques-unes d'ailleurs qui sont dans le comme la guide. déclaration écrite exigible de l'intérêt du conflit. C'est ce que prévoit notre loi. Oui, comme la déclaration écrite volontaire du conflit ou de l'intérêt. Oui, alors celle-là, elle n'est pas prévue par la loi, mais on l'a fait soi-même, volontairement. Déclaration orale suivie de traces écrites. Absolument. Je suis dans une commission et je vois que je suis devant un dossier d'un proche. Je me récuse. Oui. Tout simplement. Mais je laisse une trace écrite. Je le dis verbalement, mais je laisse une trace écrite par un courrier à mon responsable. Je lui dis, voilà, je suis dans une situation de conflit d'intérêts. Je vous demande de ne pas participer à la commission à laquelle je suis membre. Alors, il y a même donc les cas de récusation, et puis de démission même d'une instance de prise carrément. Absolument. Démission d'une instance de prise de décision ou de divulgation écrite du bénéficiaire effectif. Tout à fait. Alors ça c'est nouveau en Tunisie. C'est grâce au registre national des entreprises. À l'RNE, le fameux RNE. Le fameux RNE, oui. Aujourd'hui, par exemple, nos amis dans les marchés publics, quand ils octroient un marché à une entreprise privée, ils saisissent tout de suite, normalement. Ils doivent saisir tout de suite. Ils doivent saisir le registre pour lui demander qui sont les bénéficiaires effectifs de cette entreprise, c'est-à-dire qui sont les actionnaires, tout simplement. Qui sont les associés. C'est une obligation légale. Hein. Ah oui. Et le registre doit répondre à ses collègues des marchés publics, des commissions de marchés publics, pour leur dire, voilà, qui est actionnaire, qui est associé à l'entreprise à laquelle vous proposez d'octroyer un marché. Et alors, quelles sont les sanctions ? Vous avez peut-être un peu
indiquer ces sanctions aussi. Mustafa, Oui, ils sont à la fin. Il y a des sanctions pécuniaires, mais également des sanctions physiques aussi. Ah oui, surtout lorsque le conflit d'intérêts aboutit à un enrichissement illicite. Donc là, vous imaginez que... C'est la prison. C'est même 6 ans d'emprisonnement. Voilà, c'est quasiment assimilé à un crime. Et par conséquent, dans certains cas, c'est plusieurs années de prison qui sont prévues par la loi, parce qu'on s'est enrichi de manière illégale et sur le dos de l'intérêt général, parce qu'on a privilégié son intérêt particulier par rapport à l'intérêt général. Et peut-être que nous allons terminer, si Mustafa, par ce devoir de vigilance au conflit, hein, parce qu'il y a plusieurs types de situations, les situations d'incompatibilité, les situations de conflit personnel et les situations de conflit de représentants. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les situations courantes sont les situations qu'on a évoquées tout à l'heure. Les situations de personnes qui étaient dans une situation, enfin, qui exerçaient des fonctions qui se révèlent par la suite incompatibles. C'est les cas d'incompatibilité qu'il faut et que la loi sanctionne. La loi sanctionne sévèrement d'ailleurs, parce que ce sont des gens qui qui ont failli à leur devoir d'honnêteté, à leur devoir d'intégrité et de transparence, et au lieu de faire état, vous savez, Simon, quand on est devant une situation de conflit d'intérêts, il suffit d'en parler. Il suffit de laisser une trace écrite, de dire voilà, je suis devant un cas, qu'est-ce que je fais? Parce qu'un cas de conflit d'intérêts, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe sur la tête et on ne peut rien. On peut traiter, on peut prévenir. De plusieurs manières, ce sont des situations de comportement moral, de devoir moral, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des gens qui ont dit voilà. Alors la moindre des choses quand on ne peut pas démissionner, c'est-à-dire qu'on continue d'exercer, c'est de déléguer ses fonctions pour le cas pour lequel nous sommes en conflit d'intérêts. Voilà, c'est ça. Voilà, ce sont des comportements éthiques, comme vous l'avez dit, et c'est dans le guide, c'est dans ce sens-là que nous l'avons mis en avant, afin que les gens comprennent qu'il est temps que notre chère République nous commande d'être intègre, transparent et redevable. Je ne voudrais pas souhaiter avancer davantage, parce que ce sont des termes qui sont lourds, et très lourds, c'est Mustafa, et qui, franchement, doivent nous guider dans toutes nos actions, dans toutes nos décisions, je pense. Absolument, et c'est peut-être le mot de la fin de cet échange que j'ai eu le plaisir d'avoir avec vous sur un sujet que j'estime grave, parce qu'il touche tout le monde, aussi bien les gouvernants que les citoyens, que les simples citoyens. Et c'est un sujet grave, d'autant plus grave que les sanctions des manquements, et il y en a, elles sont assez lourdes. Vos collègues disent que ça se passe tous les jours, devant nous, des situations de conflit d'intérêts et devant lesquelles on est incapable de réagir. Et par conséquent, notre chère République qu'on va fêter demain nous demande, si cette chose publique parle, elle nous demande encore une fois ces comportements éthiques de l'intégrité, de la transparence et de la redevabilité. Voilà, mot de la fin avec Mustafa Boubeye. Encore une fois, je vous remercie pour cet échange fructueux, mais vraiment fructueux. Et puis surtout, vive la République, vive la Tunisie. Vive la Tunisie. 18h48, retour à la musique.